Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Élection générale imminente au Rwanda. Les scrutins présidentiels et législatifs se tiendront le 15 juillet. Le pays des mille collines compte bien maintenir sa réputation de pionnier en matière de parité en assurant la représentation d'au moins 30% des femmes au Parlement. Réélu à la tête de la Mauritanie à l'issue de l'élection présidentielle du 29 juin dernier, le président Mohamed Ould El Ghazouani se prépare à entamer un second mandat de 5 ans. Sa victoire a été saluée par ses soutiens et son investiture est prévue le 2 août prochain. Et ralentissement de l'inflation annuelle en Égypte, un taux annuel de 27,5% a été enregistré en juin contre 28,1% en mai. Une tendance à la baisse qui rassure après l'adoption d'une nouvelle politique d'austérité et un record de 38% d'inflation enregistré en septembre 2023. Le Rwanda se prépare à la tenue d'un double scrutin inédit. Plus de 9 millions d'électeurs rwandais sont appelés aux urnes le 15 juillet dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Connu pour être pionnier en matière de parité, le pays des mille collines compte bien maintenir sa réputation en garantissant le quota de 30% de femmes à des postes décisionnels comme prévu par la Constitution. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant, Fratanda Kesenga. Ce sont des enseignantes expérimentées, des fonctionnaires au CV bien remplis, mais aussi des jeunes femmes tout juste sorties de l'université, mais qui ont la soif de servir leur pays au Parlement. Devant des milliers des membres du corps électoral, chacune de ces candidates a droit à 4 minutes pour convaincre ses électeurs. J'ai eu de la chance de débuter ma carrière de journaliste à la branche parlementaire de la radio nationale et là je me suis rendu compte de combien les gens ignorent ce que font les députés et les sénateurs. Aujourd'hui, je travaille pour un fonds d'investissement. Je sais que si je suis élu, je ne travaillerai pas seul et que ce n'est pas seulement 1 ou 2 problèmes que je vais résoudre, mais je souhaite que les Rwandais, surtout les femmes qui font de la tontine, puissent bénéficier davantage des services d'épargne et d'investissement dans des fonds nationaux. J'ai une vaste expérience des postes du pouvoir exécutif que j'ai occupés pendant longtemps. Je sais que je ne vais pas travailler seule, mais ce qui me tient particulièrement à cœur parmi les rôles d'un député, c'est le suivi et l'évaluation des programmes de développement du gouvernement. Je crois que là, il y a encore à faire. Et puis, comme j'ai une expérience en diplomatie, je vais m'atteler à la diplomatie parlementaire. Sur 80 députés qui seront élus le 16 juillet, 24 sont des femmes. Ici, dans la province du sud du Rwanda, 60 candidates se disputent seulement 6 places. Du jamais vu, selon le Conseil national des femmes. Quand je regarde cette image et toutes ces femmes et que je compare avec l'histoire, ça me remplit de joie et je remercie le leadership de notre pays qui a choisi l'inclusion de tout le monde dans le développement. Quand tout a commencé, les gens, surtout les femmes, ne comprenaient pas trop. Elles n'avaient pas confiance en elles. Mais regardez aujourd'hui 60 femmes fortes qui se disputent 6 sièges. C'est très réjouissant. Le décret présidentiel prévoit l'attribution de 4 sièges à la province du Nord, 6 à la province du Sud, 6 à la province de l'Est, 6 à la province de l'Ouest et 2 sièges de femmes parlementaires à la ville de Kigali. Il a battu les 6 autres candidats en lice dès le premier tour en obtenant 56% des suffrages. Le président Mohamed Ould El Ghazouani a été réélu à la tête de la Mauritanie à l'issue de l'élection présidentielle du 29 juin dernier. Une victoire saluée par ses soutiens, mais toujours contestée par l'opposant Biram Dahabed, arrivé en 2e position. Jeunesse et sécurité feront partie des priorités de ce second mandat de 5 ans. Les précisions de Marcel Kouassi, commentaire Marie-Roger Kouaou. En Mauritanie, à l'issue de l'élection présidentielle du 29 juin qui a donné le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani, vainqueur à 56,12% des voix selon les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI, résultat contesté par le principal opposant Biram Dahabed, arrivé 2e à cette élection avec 22% des voix.
L'ancien directeur national de la campagne du président Ghazouani et ministre de l'Habitat salue la réélection du président et la transparence du scrutin. Le président vient d'être élu en suffrage de 56,12%, qui exprime la majorité des voix des Mauritaniens qui l'ont accordé une deuxième chance pour conduire le pays. Je trouve que c'était une belle victoire, une victoire rationnelle, une victoire qui démontre la transparence et la volonté. Quand on accepte de rentrer dans un jeu, en acceptant les règles de ce jeu-là, on doit obligatoirement aussi accepter les résultats de ce jeu, sans faire recours à d'autres moyens qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas hygiènes, et qui peuvent conduire à des choses plus graves que ce qu'on vient de voir. Après un premier mandat qui a subi les affres de l'épidémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine, le président Ghazouani envisage pour ce second mandat d'offrir plus d'opportunités à la jeunesse et d'assurer la sécurité du pays dans une région en proie à l'instabilité. Le président Ghazouani, il a porté ce slogan, il a dédié la campagne, son mandat, ce mandat qui va venir, à la jeunesse. Le mandat de la jeunesse, c'est-à-dire que il promet de mettre en avant les jeunes, mettre en avant dans les instances décisionnelles, les considérer ou collaborer avec les jeunes en tant qu'acteurs politiques, acteurs de développement du pays. Pour rappel, 3 missions internationales d'observation des élections ont dans leur déclaration préliminaire indiqué que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans la transparence et de façon pacifique. La commission électorale, qui comprend notamment des représentants des partis politiques, a rejeté les affirmations de l'opposant concernant les irrégularités du scrutin. À noter que l'investiture du président réélu devrait se tenir le 2 août prochain. Également dans l'actualité, au Tchad, le ministère de la Santé publique a procédé le 10 juillet au lancement officiel de la réponse à la période de soudure, période qui précède les premières récoltes et durant laquelle les produits des récoltes précédentes peuvent manquer. Les autorités tchadiennes ont donc décidé de lancer une opération de distribution de nourriture et de transfert monétaire en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers, à savoir le Programme alimentaire mondial PAM et la Banque mondiale pour aider les couches les plus vulnérables de la population. De leur côté, les organisations de la société civile dénoncent la cherté de la vie et accusent les autorités d'en être à l'origine. Le mouvement Jeunesse contre la vie chère demande d'ailleurs aux autorités une subvention des prix des denrées alimentaires et la réduction des prix des produits pétroliers. En Égypte, l'inflation a connu un ralentissement pour le 4e mois consécutif en juin, avec un taux annuel de 27,5% contre 28,1% en mai. Une tendance à la baisse qui rassure, surtout après les mesures d'austérité adoptées en mars dernier dans le cadre d'un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds internationaux. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. Les prix à la consommation en Égypte ont enregistré pour le 4e mois consécutif une baisse atteignant 27,5% en juin 2024 contre 28,1% en mai selon le bulletin mensuel de l'Agence nationale des statistiques CAPMAS publié le 10 juillet 2024. En effet, CAPMAS attribue ce ralentissement de l'inflation annuelle principalement à la baisse des prix de volaille et de la viande, moins 3,7%, des légumes, moins 2,3%, des services postaux, moins 4,3%, ainsi que des céréales et du pain, moins 13,5%. Les baisses enregistrées ces derniers mois de l'inflation laissent penser que les politiques menées jusque-là et visant à réduire l'impact de ce phénomène sur le pouvoir d'achat des ménages et donc favoriser au passage un meilleur accès aux produits de consommation courante continuent de porter leurs fruits. Selon le bulletin de juin, l'indice général des prix à la consommation avait atteint 221,8 points pour le mois de mai 2024, enregistré
enregistrant une baisse de 0,8% par rapport à avril 2024. Cette baisse est le résultat des mesures prises par le gouvernement égyptien pour renforcer le contrôle sur les prix des biens et produits et le volume de l'offre. Cependant, ce résultat s'est fait ou du moins s'obtient au prix fort puisque reposant essentiellement sur l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale d'Égypte et qui par ailleurs peut nuire à l'activité économique ou encore la hausse des subventions publiques qui pourrait peser davantage sur les mois à venir sur les finances publiques dans un contexte de baisse arrêtée des recettes du tourisme et du canal de Suez en raison notamment des tensions géopolitiques régionales. L'inflation a été élevée au cours de l'année écoulée 2023, principalement en raison de la croissance rapide de la masse monétaire. Notons que la maîtrise de l'inflation et son maintien sur la trajectoire descendante constituent l'une des principales priorités de l'Égypte dans le cadre de son programme de prêt de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Elle contribue activement au développement et au bien-être des communautés locales en Afrique. La filiale congolaise du groupe Canal+ a procédé au lancement de Canal+ Impact le 11 juillet. Un programme solidaire entièrement dédié à l'Afrique dont l'objectif est d'aider les acteurs locaux de la production audiovisuelle à vivre de leur art. Reportage de notre envoyé spécial à Kinshasa, Deva Pansou. Bien plus qu'un simple projet, Canal+ Impact a été lancé ce jeudi 11 juillet 2024 à Kinshasa en présence des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Ce programme a pour objectif d'accélérer les engagements sociétaux et responsables du groupe en soutenant les industries créatives et culturelles au Congo. Nous sommes dans le secteur de l'audiovisuel et nous voulions en fait avoir un réel impact dans le secteur en créant une activité, en fait un secteur un secteur audiovisuel en fait qui ne vit pas encore de son activité aujourd'hui en RDC. On a essayé de faire en sorte que avec le lancement de notre chaîne Maboké TV, qu'on puisse faire en sorte que les acteurs de ce secteur commencent à vivre de leur art. Quand je dis ça, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'on commence à rémunérer les producteurs des séries, les producteurs des films. On commence à faire en sorte aussi que l'on produise plus localement. Canal+ Impact est le reflet de la responsabilité envers la société du groupe Canal+, envers les talents émergents, l'Afrique elle-même et la République démocratique du Congo en particulier. Il comprend 3 initiatives majeures. Orphée qui favorise l'accès à l'éducation et à la culture pour tous, Un mois une cause qui soutient diverses causes sociales et Canal+ University qui favorise la montée en compétences et la formation au métier du secteur de l'audiovisuel. Moi, avec Canal+ Université, j'ai pu en profiter d'un approfondissement de connaissances en écriture. Donc, j'ai suivi une formation de scénario. En tant que scénariste, c'est vrai, j'écrivais, mais j'oubliais qu'il y avait des principes à respecter quand on est écrivain. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis lors que je dirais bravo à Canal+. Le lancement de Canal+ Impact en RDC vise aussi à encourager l'émergence des talents de demain, qu'ils soient dans le cinéma, la musique, les arts visuels ou toute autre forme d'expression artistique. Canal+ investit dans la formation, la promotion et la mise en réseau de ces talents afin qu'ils puissent rayonner en Afrique et dans le monde en inspirant d'autres générations. C'est officiel depuis le mois de juin dernier. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, initialement prévue durant l'été 2025 au Maroc, se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le choix de cette période n'est pas anodin puisque ce report permet d'éviter un conflit de calendrier avec la Coupe du monde des clubs, mais permet aussi de préserver la santé des joueurs. Le point avec José Douglas. Les dates sont désormais connues pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu dans 3 pays d'Amérique. La 5e journée se jouera le 17 mars 2025 et la 6e le 24 du même mois. Parallèlement, un aménagement a été trouvé entre la FIFA et la CAF pour les éliminatoires de la CAN. En effet, la succession des rencontres représente un risque accru de blessures pour les joueurs, comme l'exprime un ancien professionnel gabonais. Ça va commencer par des fatigues, des crampes. Après la crampe, on va monter à la tendinite, claquage.
Et après, c'est rupture de ligament ou fracture, tout simplement. Le risque est énorme de multiplier les compétitions de haut niveau et même telle qu'elle. Cette pression, elle est énorme, les attentes des clubs et des nations. Et donc, la blessure est là. La blessure n'est que la résultante de tous les efforts qui vont être faits. Quant aux dates des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, elles sont aussi connues. Première journée le 2 septembre 2024, deuxième le 10 du même mois, troisième le 7 octobre et quatrième le 15 octobre 2024. Cinquième journée le 11 novembre et la sixième et dernière journée le 19 novembre. Des éliminatoires qui se joueront sur 3 mois pendant l'automne de septembre 2024 à novembre 2024. Les équipes classées première et deuxième de chacun des 11 groupes seront qualifiées. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Que pensent certains sélectionneurs de cette date? Écoutons l'un d'entre eux. C'est inhabituel, ça ne sera pas simple pour pas mal de joueurs de se libérer de leur club, mais beaucoup de clubs, en Europe en tout cas, feront une trêve. Donc ça peut faciliter. Ensuite, il y a évidemment pour les joueurs l'absence pendant les fêtes de fin d'année, et c'est pas simple pour ceux qui ont de la famille, des enfants, etc. Mais il faut faire avec, et j'espère qu'il ne fera pas trop froid l'hiver au Maroc. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en titre. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Gabon, la République centrafricaine et le Lesotho dans la poule B. Les Lions de l'Atlas sont assurés de participer en tant que pays hôte au tableau final. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.